Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau réunis pour parler champagne. Nous allons, dans cet épisode, développer les 5 grandes zones viticoles, parler des sols calcaires, parler également de la craie et un peu du terroir. Si vous êtes prêts, prenons la route du vignoble. Reprenons nos zones viticoles. Nous avons pour commencer la montagne de Reims. Effet d'humour, et non, pas besoin de piolet ni d'oxygène pour gravir ces 275 mètres d'altitude. Elle est située entre Reims et Épernay, c'est un parc national boisé entouré de vignes notamment plantées en cépages rouges, 40% de pinot noir, 36 de pinot meunier, 24 de chardonnay. Elle englobe plusieurs villages grands crus tels que Verzy, Verzenay, Sillery au nord-est, Ambonnay, Louvois, Bouzy au sud. L'orientation et l'exposition de ces vignes varient et produiront ainsi des grappes plus incisives et minérales au nord, tandis qu'au sud elles seront plus rondes. Au milieu du flanc nord, on peut y distinguer un phare, c'est le phare de Verzenay. Dans l'imagination de son créateur, c'était un phare qui surplombait une mer de vignes. À l'époque, c'était un support publicitaire pour une maison de champagne, désormais, c'est devenu le musée de la vigne. Partons maintenant pour la Côte des Blancs. Comme son nom se laisse le deviner, c'est ici que le chardonnay règne sur 4/5 des coteaux. Au sud d'Épernay, cette zone s'étend de Chouilly à Bergère-les-Vertus, jusqu'au nord de Cézanne. Elle abrite une forte concentration de villages grands crus tels que Cramant, Avise, Auger, Ménil-sur-Auger, Chouilly. Quant au village de Vertus, il propose lui un excellent pinot noir premier cru. Et dans cette zone, c'est bien le blanc qui domine. Pas seulement pour son cépage principal, mais également pour ses falaises de craie et ses sols calcaires. Dans ces sols, on va y trouver un excellent type de craie. C'est la craie de Bellémite et celle-ci provient de vestiges de créatures sous-marines disparues de la région il y a des millions d'années. Par la suite, l'activité volcanique l'a poussée en surface et l'a fait émerger des sols. Elle va avoir un rôle important sur la vigne et dans les sous-sols, car elle constitue un grand réservoir d'eau et permettant un bon drainage. Elle joue également le rôle de panneau solaire, réfléchissant la chaleur et la lumière sur le cep de vigne. C'est tout cela qui apportera des notes minérales au vin de cette zone. Notre prochaine étape nous amène à la vallée de la Marne. C'est notre troisième grande zone et autrefois elle était surnommée vin de rivière, puisque la Marne est un affluent de la Seine. Avec presque 2/3 du vignoble, ici c'est le pinot meunier qui domine. C'est à l'ouest d'Épernay, de Tours-sur-Marne à Charly-sur-Marne, que la vigne est plantée sur ses deux rives. On y retrouve encore de nombreux villages classés sur l'échelle des grands crus. Tours-sur-Marne, Cumières, Auvilliers, Dizy et Ailly. Parlons du village d'Ailly. C'est une place forte du Champagne depuis des années, avec une craie qui affleure en surface et un pinot noir de grande qualité, mais surtout puisqu'elle accueille des maisons prestigieuses telles que Bollinger, Ayala ou la maison Deutz. C'est d'ailleurs au XVe siècle qu'en plus d'être roi des Francs, que François Ier s'autoproclame roi d'Ailly, tout comme l'avait fait avant lui le pape Léon X. C'est également le vignoble favori de la famille Médicis. Et pour finir le tour de ces zones viticoles, nous arrivons dans la côte de Cézanne et la côte des Bars. Proche de la côte des Blancs, la côte de Cézanne privilégie également le chardonnay pour 2/3 de ses vignes. Moins prestigieux, ces vins vont généralement compléter les assemblages non millésimés. Puis encore plus au sud, dans le département de l'Aube, on trouvera un vignoble encore plus étendu. Celui de la côte des Bars, prise entre deux villes, Bar-sur-Aube et Bar-sur-Seine. Au sud de ce vignoble, nous avons recensé la ville d'Hérissé, qui va nous intéresser puisqu'elle a une production assez spéciale, les coteaux champenois. A l'époque, bien avant les années 1900, le vignoble de l'Aube était planté en gamay, un cépage qui ne donne pas un bon résultat en vin pétillant. Puis au début des années du XXe siècle, le vignoble est replanté en pinot noir à 90%. Récemment, un chardonnay d'une rare qualité y a été ajouté et de nos jours, les grandes maisons viennent se procurer en raisin pour compléter leurs assemblages. Durant de longues années, les parcelles de l'Aube étaient considérées comme un vignoble de seconde zone, jusqu'à en être exclues de la limite du vignoble de Champagne. Ceci déclencha au printemps 1911 une vague de protestations dans tout le département jusqu'à aller incendier les vignes et les bâtiments des villages voisins tels que Ailly et détruire les productions dans les caves. Ces conflits s'éteindront quelques mois plus tard et deviendront une petite difficulté locale en comparaison avec ceux qui se préparent à l'aube de la Première Guerre mondiale. On en termine avec une petite zone de production, le vignoble Vitriate.
c'est un autre type de sol argilé de Marne qui seront plus riches en nutriments et moins bons pour le drainage. C'est un cépage majoritairement planté en chardonnay qui va servir à faire des vins d'assemblage et des coteaux champenois. Voilà, cet acte 2 se termine. J'espère que vous n'êtes pas ennuyés. La prochaine fois, nous allons parler des coteaux champenois, c'est la seconde appellation protégée des vins de Champagne. Nous allons également parler de l'impact du champagne sur ces grandes villes ainsi que l'importance de ces caves. Merci à vous, à très bientôt, ciao!